Alors, dans la deuxième partie, j'aurais souhaité comparer un petit peu donc des pays donc qui sont des dictatures, hein, d'après nos médias occidentaux. La troïka de la tyrannie, on appelle ça. Donc on a le Venezuela, on a Cuba, bon c'est pas toujours la même situation. Ouais, hein. Venezuela, bon c'est pas vraiment un pays communiste comme Cuba prétend l'être. Bon on a Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivie. Donc est-ce des dictatures sanguinaires, est-ce des pays résistants? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Peut-être commencer par le Venezuela, on en a pas parlé, mais... Bien sûr, alors ces trois pays, c'est ce que l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, John Bolton, avait qualifié de troïka de la tyrannie. Cuba, Venezuela, Nicaragua. La Bolivie jouissait d'un statut un peu particulier, ce qui ne l'a pas empêché d'être victime d'un coup d'État. Hein. Mais les durs de durs, c'est Cuba, Nicaragua, Venezuela. Entre parenthèses, c'est ceux qui résistent. Et tout de suite, je donne mon interprétation du fait qu'ils résistent et pourquoi est-ce qu'ils résistent. C'est parce qu'ils ont organisé une base sociale. Les reproches qu'on peut éventuellement faire, y compris à des gens pour qui on a de la sympathie, comme Lula au Brésil, c'est qu'il a jamais organisé le peuple, hein, pour reprendre une expression un peu classique. Ça a été vrai aussi au Paraguay, ça a été vrai aussi au Honduras. Au Venezuela, à Cuba et au Nicaragua, il y a une base sociale extrêmement organisée. Et qui donc est décidée à résister. Par exemple, si je prends le cas du Venezuela, j'évoquais, quand on a commencé notre entretien, les collectivos, c'est des groupes de militants qui font du travail social, qui collaborent aux problèmes de sécurité, parce qu'il y a une insécurité assez phénoménale au Venezuela, mais qui se sont créés au départ pour défendre la révolution. Bien, c'est clair. Ça n'en fait pas des paramilitaires, ça n'en fait pas des gangsters, mais c'est pour défendre la révolution. On connaît Cuba, l'histoire très particulière de Cuba, les comités de défense de la révolution, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est une base sociale organisée. Et le Nicaragua, le Front sandiniste, a effectivement une base sociale très organisée. Ça ne veut pas dire qu'ils sont majoritaires. Hein. Cuba est à part, mais si on prend le Venezuela et le Nicaragua, si Nicolas Maduro est élu président au Venezuela, c'est pas parce que les chavistes sont majoritaires. C'est parce que la droite est tellement nulle et que le seul groupe organisé, c'est les chavistes, c'est eux qui l'emportent. Hein, voilà. Mais ils résistent grâce à ça. Alors le Venezuela, bah, évidemment, ça a été le navire amiral depuis Obama. Si le Venezuela est victime de plus de 900 sanctions, alors on dit des sanctions. Le vrai terme, mais évidemment c'est trop long dans la durée, c'est mesures coercitives unilatérales. Pourquoi est-ce que c'est pas des sanctions? Parce que pour sanctionner quelqu'un, on sanctionne un gamin, il faut avoir une autorité morale. Les États-Unis n'ont absolument aucune autorité morale pour sanctionner le Venezuela. Hein. Donc c'est des mesures unilatérales, coercitives et contraires au droit international, entre parenthèses. Et c'est assez marrant d'ailleurs au sein de nos gauches, ou de nos ex-gauches ou nos pseudo-gauches, on a quand même encore le réflexe de condamner l'embargo contre Cuba, mais personne n'a condamné l'embargo contre le Venezuela, c'est la même chose. Hein. Bon. Donc, celui qui signe le décret, je peux le dire, un décret imbécile, décret ahurissant, qui fait du Venezuela une menace exceptionnelle pour la sécurité nationale des États-Unis, c'est pas Donald Trump, c'est Barack Obama, mars 2015. Et c'est lui qui permet ensuite l'application de sanctions de plus en plus sévères et de plus en plus dures au Venezuela. Bon. Alors sanctions qui ont mené le pays dans une situation catastrophique. C'est vrai. Alors tout le monde a dit ouais, il y a 6 millions de Vénézuéliens qui... Ben évidemment, la situation a été dramatique. Bon. Mais le Venezuela a résisté pour la raison que j'ai évoquée. Plus de médicaments, il y a eu des milliers d'enfants qui sont morts. Même au moment du Covid, les États-Unis ont empêché l'arrivée de vaccins au Venezuela. Le Venezuela ne pouvait pas acheter de vaccins à l'Organisation panaméricaine de la santé parce qu'il n'avait pas l'argent. Le Venezuela a vu confisquer. Alors il faudrait rentrer dans le détail. Là pour le coup, je vous renvoie à Mémoire des luttes. Hein. Il y a un certain nombre d'articles qui rentrent dans le détail, qui sont très longs. Même si j'ai l'impression que je suis un peu long là.
Mais la Banque d'Angleterre a confisqué, il y a un dépôt d'or dans la Banque d'Angleterre, il y a de très nombreux pays qui déposent de l'or dans la Banque d'Angleterre pour avoir des... parce que bon, ça fait partie des grands classiques, hein, la City. La Banque d'Angleterre a confisqué 1,2 milliard de dollars d'or vénézuélien qu'elle refuse de rendre au Venezuela. Les États-Unis ont confisqué sur le territoire des États-Unis une compagnie pétrolière qui s'appelle Citgo, qui est une filiale de la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne, PDVSA, qui est aux États-Unis, qui a 4 raffineries, qui a 4000 stations-service, qui représente environ 7 milliards de dollars, qui rapportait 900 millions de dollars par mois au Venezuela. C'est confisqué par les États-Unis. Ils ont interdit au Venezuela de commercer avec son or. Ils ont interdit au Venezuela de commercer avec son pétrole. Ils ont ruiné le pays. C'est une véritable honte que nos gauches ne se soient pas mobilisées. Hein, je parle de gauche en général. Et le pays, effectivement, a été mis à genoux. Bon. Et le pays est en train de s'en sortir. Alors, il y a eu, évidemment, l'épisode du président imaginaire, du président autoproclamé Juan Guaidó, qui se autoproclame en février de 2019. Le lendemain du jour où le vice-président des États-Unis appelle les Vénézuéliens à manifester dans la rue. Hein, c'est-à-dire que c'est Washington qui appelle à manifester dans la rue et Guaidó s'autoproclame président. Ils ont tout essayé avec Maduro. Ils ont tout essayé. Ils ont essayé de l'assassiner. En août 2018, il y a une tentative d'assassinat de Nicolas Maduro avec des drones armés. Ça foire. Opération mercenaire Gédéon dont je parlais tout à l'heure. Étranglement du pays. Tout. Contrairement à ce qu'on a dit d'ailleurs, la communauté internationale n'a pas reconnu Juan Guaidó. Au départ, il y a une 60aine de pays. C'est tous les pays supplétifs des États-Unis, donc l'Union européenne, hein, malheureusement. Bon, enfin, à l'Assemblée générale des Nations unies, il y a 194 pays, je crois. 60 sur 194, ça ne fait pas la communauté internationale. Hein. Les pays asiatiques, les pays africains, les pays au Moyen-Orient n'ont pas reconnu Juan Guaidó. Donc là encore, on a enfumé l'opinion publique en disant que Juan Guaidó était reconnu par la communauté internationale. Bon. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que tout ça, ça partait en autre boudin. Même les États-Unis s'en sont rendus compte. Ça n'a débouché sur rien, sauf le désastre économique et social au Venezuela. Et donc, en décembre dernier, les amis de Juan Guaidó l'ont sorti. Hein, il n'est plus président de l'Assemblée nationale, mais les États-Unis et l'Union européenne continuent à ne pas reconnaître Nicolas Maduro comme président légitime du Venezuela, pas plus qu'ils ne reconnaissent l'Assemblée nationale qui a été élue en 2021. Et là, on rentre évidemment dans une espèce de délire absolument ahurissant, parce que d'un seul coup éclate la guerre entre la Russie et l'Ukraine, que ça fout le bazar sur le marché des hydrocarbures, et que donc d'un seul coup on se dit oui mais quand même le pétrole vénézuélien peut-être qu'on en aurait besoin, et que donc Joe Biden, alors que Juan Guaidó était encore le président autoproclamé du Venezuela, envoie une délégation à Caracas pour négocier, non pas avec Juan Guaidó, mais avec Nicolas Maduro, pour voir si on pourrait pas quand même recommencer à exporter du pétrole. Et que donc le président Emmanuel Macron, qui a reçu Juan Guaidó à l'Élysée, président imaginaire, croise Nicolas Maduro au sommet de la COP 27 à Sharm el-Sheikh, c'est la COP 27, hein, à Sharm el-Sheikh, et alors qu'il a reconnu Juan Guaidó, va voir Maduro, président, comment ça va, oui, il faut qu'on parle, parce qu'on a besoin du pétrole vénézuélien. Bon. Mais ça n'empêche pas qu'on continue à appliquer des sanctions. Il y a toujours des sanctions. Oui. Alors, quel est l'objectif? L'objectif, il est simple. Premier point, excusez-moi, hein, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est pour ça que je suis plus facile à suivre à l'écrit qu'à l'oral. Hein, à l'oral, ça part dans tous les sens. Quel est l'objectif de ces opérations? Déjà, il y a un premier point, c'est que nos médias vous ont enfumé. Je parle à ceux qui nous regardent, là, ceux et celles qui nous regardent. Ils vous ont enfumé. On vous parle de l'opposition vénézuélienne. C'est bidon. Il n'y a pas une opposition au Venezuela. Il y a des oppositions. Ce qu'on considère comme l'opposition vénézuélienne, c'est l'extrême droite. C'est l'extrême droite, c'est celle qui a décidé de renverser Nicolas Maduro. Mais il y a depuis 2018, une partie de l'opposition qui participe aux élections, qui est parfois élue. Il y a 5 gouverneurs sur 23 qui sont des gouverneurs d'opposition. Et lorsqu'ils ont été élus, en 2020, ils n'ont pas dit il y a fraude.
Ils n'ont pas dit le Conseil national électoral a manipulé les élections. Il y a des maires d'opposition, mais c'est des opposants modérés. Hein, Ils participent au jeu électoral, ils sont pas putschistes. Voilà. Alors, si l'opposition modérée ne réussit pas à faire de meilleurs résultats, si le chavisme demeure en tête, c'est tout simplement que depuis des années, l'opposition radicale, Washington, l'Union européenne passent leur temps à dire il y a des fraudes au Venezuela, l'élection n'est pas légitime. Donc il y a une partie de la population qui dit on ne va pas aller voter pour des élections illégitimes. Hein. Donc il y a une abstention énorme, évidemment. Pourtant, il y a de nombreux organismes internationaux qui ont montré que les élections étaient tout à fait non, mais bien sûr. valables, dans des bonnes conditions. Mais là, pour le coup, il faut vraiment mettre en exergue, moi je suis désolé de le dire parce que je suis journaliste, mais de l'appareil médiatique, hein. Y compris le service public. On n'a plus des journalistes, on a des influenceurs. Hein. J'écoutais encore il y a 2 jours sur France Culture, il parlait du Venezuela. Moi, alors bon, c'est bien, ça me réveille. Hein, parce que c'est sur le radio réveil. Mais c'est hallucinant. Hein. On a des influenceurs. Donc, il va y avoir des élections en 2024. L'opération Guaido a échoué. Il y a eu un début de négociation entre l'opposition radicale et le gouvernement de Nicolás Maduro. Lorsqu'il y a déjà une manière de reconnaître Nicolás Maduro. Hein. Premier point. Dans le cadre de ces négociations, en décembre 2022 ou en novembre 2022, on est arrivé à un accord et le gouvernement du Venezuela et l'opposition radicale ont signé un accord disant qu'il fallait libérer 3 milliards de dollars qui sont bloqués par les États-Unis pour les injecter au Venezuela pour les programmes sociaux. Il se trouve que les 3 milliards de dollars, ils n'arrivent pas. Et ils n'arriveront pas parce que les États-Unis ne veulent pas. Les États-Unis ne veulent pas. L'objectif, c'est quoi? C'est d'arriver à l'élection présidentielle de 2024 avec un Maduro en position de faiblesse. C'est-à-dire pour l'amener à un vote sanction. Et donc, pour qu'il y ait un vote sanction, il ne faut surtout pas que la situation économique et sociale s'améliore au Venezuela. Donc, Biden poursuit la politique de Trump d'une manière aussi obscène. Et alors, ce qui est absolument phénoménal, c'est que l'opposition, lorsqu'elle est relayée par l'opposition radicale, lorsqu'elle est relayée par nos médias, elle dit on veut des élections justes. On est tous d'accord là-dessus. Mais des élections justes, c'est pas des élections où on amène Maduro, pieds et poings liés, pour l'empêcher de pouvoir se battre à armes égales. Hein. C'est-à-dire que si les élections doivent être justes, elles doivent être justes pour l'opposition, elles doivent être justes pour les chavistes. Et ça, manifestement, ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est-à-dire l'axe Washington-Bruxelles, l'a pas compris. Et fait semblant de ne pas le comprendre, surtout, évidemment. Et donc, sur le Venezuela, on sait très bien qu'à cause du blocus américain, c'est la cause principale des difficultés au Venezuela. Il y a une critique qu'on fait, souvent une critique de gauche qu'on fait à Chavez et à Maduro, c'est la diversification de l'économie, parce qu'ils sont très dépendants du pétrole. Et quand les cours du pétrole baissent, forcément, les revenus du pays sont très impactés. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça, en fait? Alors, il y a une... Est-ce qu'ils auraient pu diversifier, ils l'ont pas fait? Il y a une chose vraie, il y a une légende. La chose vraie, c'est que à partir de 2014-2015, quand les prix du pétrole se sont effondrés, évidemment, ça a posé des problèmes au gouvernement vénézuélien. Et donc, les revenus... Donc ça, c'était avant les sanctions, d'ailleurs, avant les sanctions d'Obama. Mais le discours consistant à dire les sanctions ne sont pas responsables de la crise, elles n'ont fait que les aggraver, c'est un discours bidon. Ce sont l'affaissement des prix du pétrole a posé un problème, mais ça n'aurait pas provoqué l'effondrement du Venezuela. Ce qui provoque l'effondrement, c'est les sanctions. C'est évident, puisqu'on a interdit au Venezuela de vendre son pétrole. Hein, parce que les sanctions, c'est sur le pétrole, mais c'est aussi sur tout le reste. C'est sur tout le reste, c'est sur l'or, c'est sur le coltan, c'est sur tout. Alors, ça explique beaucoup de choses, en particulier. On reviendra après à ta question que j'avais oubliée. on reviendra après. Non, c'est sur la diversification de l'industrie. Sur la diversification, oui, on y reviendra. Mais ça explique des choses. Par exemple, le Venezuela a survécu et la situation économique est en train de s'améliorer parce que le Venezuela a été aidé par des pays. Il a été aidé par la Russie, il a été aidé par l'Iran, il a été aidé par la Turquie. A priori, c'est pas des gouvernements qui sont très sympathiques. Hein, je veux dire, Poutine, c'est pas un homme de gauche. Les mollahs en Iran, on peut avoir beaucoup de réserves. Hein, évidemment, on dit ouais, le Venezuela, c'est une dictature avec des dictatures. Mais c'est pas si simple que ça. Qu'est-ce qui explique les rapports
privilégié entre le Venezuela et la Russie. C'est l'histoire de Cuba avec l'Union soviétique. Quand Chavez arrive au pouvoir, au sein de l'armée vénézuélienne, alors qui sait qu'il va avoir des problèmes avec les États-Unis, au sein de l'armée de l'air vénézuélienne, il y a deux types d'avions. Il y a des Mirage français et il y a des F-16 américains, états-uniens. Dès que Chavez arrive au pouvoir, les États-Unis refusent de livrer les pièces de rechange pour les F-16. Et donc Chavez se tourne vers la Russie pour acheter les Sukhoi. Voilà. Et après, ça continue. Hein. Sanctions contre le Venezuela, contre le pétrole vénézuélien. Les sanctions ont fait que le Venezuela ne peut plus entretenir son industrie pétrolière. Je m'explique. Toute l'industrie pétrolière vénézuélienne, elle repose sur la technologie des États-Unis. Depuis la fin du 19e siècle. C'est de la technologie américaine. D'un seul coup, plus de pièces de rechange. Plus de matériel, plus rien. Donc effectivement, les raffineries commencent à tomber en ruine. Hein, et donc on vous dit, ouais, vous voyez, c'est Maduro. Non, il y a plus de pièces de rechange, il n'y a plus de... et donc, Maduro se tourne vers l'Iran, parce que l'Iran a eu le même problème. L'Iran a une industrie pétrolière qui reposait sur de la technologie américaine de l'époque du Shah. Et puis l'Iran a été victime de sanctions. Et l'Iran a appris à réparer ses raffineries. Et donc c'est l'Iran qui amène sa technologie au Venezuela pour remettre en état l'industrie pétrolière. Et donc voilà. Et donc l'alliance, effectivement, je veux dire, elle est forte. La Turquie, le Venezuela exporte de l'or. Et il fait raffiner son or en Suisse. D'un seul coup, sanction de Trump. La Suisse décide que pour suivre les États-Unis, ce qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais quand même, quand il y a une connerie à faire, elle suit l'Union européenne, elle décide qu'elle ne raffine plus l'or vénézuélien. Le Venezuela se tourne vers la Turquie. Et actuellement, le Venezuela fait raffiner son or parce qu'elle n'a pas la technologie pour raffiner à 100%. Raffiner en Turquie. Donc voilà comment se forgent des alliances internationales qui a priori peuvent paraître un peu bizarres, un peu loufoques, mais c'est l'histoire des BRICS. Hein. Je veux dire, c'est l'histoire des pays non alignés en 54 à Bandung. Ils sont pas tous sympathiques, ils sont pas tous les mêmes logiques, mais finalement ils s'allient pour en finir avec l'unilatéralisme et la domination de ce qu'il faut quand même appeler des puissances coloniales. Hein. Moi, c'est pas, je suis pas dans l'idéologie pure et dure, mais c'est quand même ça. Bien sûr. Donc voilà. Est-ce qu'ils auraient pu diversifier dans le secteur? Ils auraient pu diversifier. Les moyens. Ils sont en train de diversifier. Est-ce qu'ils y réfléchissent? Ils sont en train de diversifier. Par exemple, l'un des points forts de ce qu'ont été les sanctions des États-Unis, c'est que précisément parce que le pétrole occupait tout l'espace, le Venezuela produisait très peu et importait. Et donc, le blocus des États-Unis, parce que c'est un véritable blocus, d'un seul coup, a amené les Vénézuéliens à la fin. À la fin, vraiment. Jamais au point où on nous l'a raconté dans les médias. Parce que moi, pour aller régulièrement au Venezuela, si j'avais cru les médias, je me souviens, les médias, ça me faisait marrer. C'était en 2018, ça a commencé. En 2018, je me souviens d'avoir lu dans Le Point, d'avoir lu dans La Croix, d'avoir lu partout. Les Vénézuéliens ont perdu 11 kilos en un an. En moyenne, le Vénézuélien a perdu 11 kilos. L'année suivante, les Vénézuéliens, cette année, ont perdu 11 kilos. Je me suis dit, au rythme où ça va, ils vont devenir transparents, les malheureux. Et quand tu allais au Venezuela, tu trouvais sur des gens qui te disaient, oui, on a paumé 2 kilos, parce que c'est un peu dur en ce moment. Bon, enfin, on était dans le délire dans nos médias. Hein. De même que j'ai entendu des universitaires de gauche, considérés comme de gauche, nous affirmer, en particulier sur le service public, à RFI, je me souviens, que le salaire mensuel au Venezuela, c'était de $5 par mois. Mais ils seraient tous morts. Comment est-ce qu'on peut sortir des bêtises pareilles? Hein? Donc la situation a été dure, a été extrêmement compliquée. Moi, les gens que je connais de chavistes, ils en ont bavé, ils en bavent encore. Mais enfin bon, faut pas exagérer, c'était pas la Somalie. Je connais pas la Somalie, mais c'est une image. Hein. Je ne veux pas choquer les Somaliens s'il y en a qui nous regardent. Alors la diversification, bah oui. Mais c'est pas si facile que ça. Hein. C'est pas si facile. Chavez, il en a parlé 10 000 fois. Il a dit, il faut semer le... Alors c'est une vieille expression vénézuélienne qui vient d'un écrivain qui s'appelle Ouslar Pietri, il faut semer le pétrole. Chavez, il l'a dit 10 000 fois. Pourtant, c'est pas si évident. Comment est-ce qu'on diversifie une économie? Le Venezuela va pas se mettre à produire des TGV. Il y a déjà la France, l'Allemagne, machin et tout. Il va pas produire des avions. Il y a Boeing et puis
comment ça s'appelle? Airbus. Airbus, voilà, je cherchais. Airbus. C'est pas si facile que ça, parce qu'en plus, alors voilà la différence par exemple avec Cuba. Cuba, le gouvernement révolutionnaire arrive au pouvoir en 59. Eux, ils arrivent au pouvoir, des Chavez, en pleine mondialisation. Ils ont une alliance particulière avec la Chine. Donc ils vont exporter vers la Chine du pétrole. Ils peuvent pas bloquer leurs frontières aux produits chinois. Or, effectivement, les produits chinois, en termes de main-d'œuvre, c'est pas possible de faire une compétition quand en plus tu veux protéger. Et donc, ils arrivent dans une situation un peu compliquée. Hein. C'est même nous on le voit chez nous. Hein. D'un seul coup, alors qu'on a expédié toutes nos industries en Chine, d'un seul coup, on se rend compte que on désindustrialise, et puis on peut plus lutter. Donc c'est pas ça. Alors il y a des pays qui ont procédé à une modification de leur diversification. C'est les pays d'Amérique centrale, par exemple. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque? C'était des pays agricoles, un peu en panade. Donc ça a été les usines de sous-traitance. Hein, ce qu'on appelle les maquiladoras. Mexique, Amérique centrale, avec Honduras, Guatemala, Salvador. Si on a un gouvernement révolutionnaire, on va pas modifier son économie en introduisant des maquiladoras, parce que ça s'est fait en Amérique centrale, sur la répression des syndicats, sur l'exploitation à mort des travailleurs et des travailleuses, surtout les travailleuses. Donc, diversification d'économie, c'est pas si simple que ça. Là, par exemple, on en revient à notre point de départ. La réunion qui a eu lieu à Brasilia il y a 2 jours, enfin donc le lundi 29 ou 30 mai, a été posée sur la table par Lula, par Maduro, le fait qu'effectivement il fallait réussir à établir, au-delà des discours sur l'intégration, des mécanismes permettant effectivement diversification des économies et complémentarité. C'est pas très simple. L'Équateur fait des bananes, la Colombie fait des bananes, le Venezuela fait des bananes. Bon, ils vont pas s'échanger des bananes. Donc, ils le savent tous. Oui, ils le savent. Ils le savent. Compliqué à mettre en œuvre. Alors, celui qui a le discours le plus radical là-dessus, c'est Gustavo Petro en Colombie. Qui lui parie sur la protection de l'environnement, on n'en a pas parlé, protection de l'environnement, de l'Amazonie et une économie du futur, mais avec les ambiguïtés. Par exemple, Gustavo Petro, avec tout le respect que j'ai pour lui, il dit on arrête l'exploitation du gaz en Colombie. Super. Sauf que c'est un peu facile parce qu'il n'y a plus que 10 ans de gaz et de pétrole en Colombie. D'accord. Et puis qui dit, donc ça vaut pas le coup d'investir. Et puis qui dit, on va en importer du Venezuela. donc on va avoir le gentil Petro qui arrête l'exploitation parce qu'il n'en a plus, et puis le Venezuela qui sera le méchant parce qu'il continuera. Bon, donc voilà, c'est pas simple en fait. Moi j'ai pas la solution, je suis pas économiste. Eux ils ont des économistes, mais même avec des économistes ils ont du mal à se tirer de tout ça. Et on le voit bien, on est dans une période dans laquelle quasiment tous les pays, y compris les pays industrialisés, développés, sont en train de rechercher les nouveaux modèles de développement. Donc si on vient un peu sur Cuba, on a un président, donc Miguel Díaz-Canel, depuis octobre 2019, qui a remplacé Raúl Castro. En décembre 2020, il a annoncé la suppression de la convertibilité entre le peso convertible et le peso cubain. Enfin non, la suppression définitive du peso convertible au profit du peso cubain. Et cette réforme monétaire a provoqué une flambée de l'inflation. Donc il y a pas mal de difficultés à Cuba depuis ce moment-là. Et puis on a eu des manifestations contre le gouvernement très importantes. Il y a eu des manifestations en juillet 2021. Donc par des manifestants qui disaient être excédés contre les pénuries d'aliments, les coupures d'électricité, la crise, etc. Donc est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors la situation, on nous a dit qu'il y avait une grosse répression à Cuba. La situation à Cuba est extrêmement difficile sur le plan économique et social. Alors pour le coup les raisons elles sont alors tous les ans alors là pour le coup la communauté internationale au sein de l'ONU condamne l'embargo ou le blocus. Il y a 2 mots possibles contre Cuba. Quand je dis que la communauté internationale, c'est parce que là, c'est pas 60 pays. C'est tous les pays d'Assemblée générale des Nations Unies, sauf les États-Unis, Israël.
Et la dernière fois, Bolsonaro était encore au pouvoir au Brésil, et donc il s'est abstenu. Bon. Ce qui me frappe, c'est que c'est un espèce de rituel, et on a l'air d'oublier que ce putain d'embargo, excusez-moi l'expression, je veux dire, il a des effets. Alors déjà, on peut pas juger l'économie cubaine si on considère pas que c'est un pays qui est presque coupé du monde. Qui est coupé du monde, et en particulier les sanctions contre le Venezuela ont atteint un pays qui, lui, collaborait avec Cuba. Cuba ne reçoit plus autant de pétrole bon marché du Venezuela qu'avant, donc voilà, il y a ça. Deuxième point, le Covid. Le Covid a touché Cuba comme les autres pays, mais avec peut-être plus, c'est que Cuba, l'économie cubaine repose en grande partie sur le tourisme. Donc le Covid a foutu en l'air revenu touristique pendant 2 ans et demi. Or, là, j'ai pas de fiches et j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais c'est une partie très importante du PIB. Donc, situation catastrophique. Donc, d'une manière tout à fait naturelle, face à une situation catastrophique, tu as des Vénézuéliens, des Cubains qui manifestent. Et ils manifestent pour les mêmes raisons qu'on manifeste chez nous, parce qu'on n'est pas content, parce qu'on n'en peut plus, parce que ça va mal. Donc les manifestations à Cuba, en particulier celle de juillet 2021, elles étaient légitimes. Après, il y a un autre phénomène. C'est que les États-Unis financent des groupes d'opposition à l'intérieur de Cuba. Et que donc, ces manifestations spontanées et légitimes sont immédiatement récupérées, instrumentalisées par une opposition qui est, elle, radicale, qui est financée par les États-Unis. Et donc, effectivement, on a une répression. Il y avait une histoire de tweets, je crois, des milliers de tweets qui avaient été envoyés depuis les États-Unis. Voilà. Et donc la répression. Je veux dire, le gros problème de Cuba, c'est que tant qu'il y aura cette politique agressive des États-Unis, l'opposition sera considérée comme une 5e colonne. Voilà. Mais c'est vrai aussi pour le Venezuela, c'est vrai aussi pour... donc, tant que les États-Unis n'auront pas une politique raisonnable vis-à-vis de Cuba, je veux dire, on aura une politique autoritaire. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc Cuba est dans cette situation. Il y a effectivement des manifestations, il y a effectivement un mécontentement social. Il y a y compris, mais Diaz-Canel le dit. Diaz-Canel le dit régulièrement, et il s'en prend à la bureaucratie, il s'en prend aux erreurs du pouvoir, il s'en prend à tout ce qui fonctionne pas à Cuba à cause du gouvernement. Mais c'est un pays assiégé, et ça fait 60 ans que ça dure. Alors, c'est pas un blocus total, y compris avec des paradoxes, puisque en ce moment, on a souvent accusé Cuba, par exemple, de bloquer l'accès des Cubains aux sources d'information internationales. C'est pas vrai. C'est parce que tout simplement, en matière d'Internet, les États-Unis ont toujours interdit qu'il y ait un câble qui relie Cuba. Vous avez un câble qui relie tous les pays de la Caraïbe et de l'Amérique centrale, sauf Cuba. Et en ce moment, depuis la Martinique, la France, et je suis en train de chercher la compagnie, je crois que c'est Orange, est en train de tendre un câble entre la Martinique et Cuba. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de s'opposer radicalement aux États-Unis en disant il y en a ras-le-bol, et en condamnant les États-Unis, en disant ça suffit. Et en même temps, il y avait un câble qui devait partir du Venezuela vers Cuba aussi. Et là, les États-Unis font tout pour saboter ça. Donc la communauté internationale est très ambiguë par rapport à Cuba. L'aéroport de la Havane, il est en train d'être refait par Bouygues. C'est pas un blocus total. Et là, la France s'expose pas à des sanctions de la part des États-Unis ? Non. Voilà. Alors il y a tout ça est ambigu. En fait, les sanctions extraterritoriales des États-Unis, elles s'appliquent dès lors qu'une entreprise, qu'elle soit française, belge, chinoise, espèce de n'importe quelle, ou n'importe quoi, travaille avec une entreprise qui résulte de l'expropriation qui a été faite en 1960 à une entreprise des États-Unis. Voilà. Mais il y en a pas mal. En particulier sur le port de la Havane, il y a des trucs qui appartenaient aux États-Unis, qui sont repris par des compagnies internationales. Et là, c'est sanctions. Et c'est tout le sens, d'ailleurs, du discours des Latino-Américains qui tentent à échapper à l'emprise des États-Unis. Quand le Brésil dit, quand Lula dit, mais toutes les nuits, Lula, il dit, toute la nuit, je me réveille en me disant, mais enfin, comment ça se fait qu'on peut pas commercer autrement qu'en dollars? C'est ça.
C'est ça. Le jour où le Venezuela, le Brésil et tout pourront travailler en yuan, en réal, en tout ce qu'on veut, ils n'en auront plus rien à faire des États-Unis. Le problème, c'est que à partir du moment où tu utilises le dollar des États-Unis, tu tombes sous la loi des États-Unis. Tenu en laisse par les Américains. Tenu en laisse par les États-Unis. Mais là, à Cuba, depuis quelques années, on a assisté à une légère libéralisation de l'économie. Ah oui, très clairement. Dans certains secteurs, les petits commerces, les petits business. Mais ça, c'est un vrai débat. Hein. Moi, pour connaître Cuba pas mal. Est-ce que Cuba est en train de privatiser? Est-ce que Cuba est en train de trahir? Non, mais il est en train de se convertir au capitalisme. Tout dépend de d'où on se place. Hein. Si on est un révolutionnaire pur et dur dans la grande tradition, ils sont en train effectivement de libéraliser l'économie. Pourquoi ils le font? Si on se place d'un point de vue pragmatique qu'est le mien, je considère vraiment que nationalité une boulangerie, ça n'a aucun sens. Vraiment, je le crois profondément. Hein. C'est-à-dire que autant il faut évidemment nationaliser les secteurs stratégiques. Après, je veux dire, l'entreprise privée, à partir du moment où elle est encadrée par des lois sociales, par des lois fiscales, elle a aussi ses avantages. Hein. Moi, sans tomber dans l'anecdote facile de journaliste de droite, et je me souviens d'être allé à Cuba, d'être dans un restaurant à Cuba, d'attendre un quart d'heure, il me manquait une fourchette, d'appeler, et il y a enfin une serveuse qui vient me voir, je lui dis j'ai pas la serviette, ah oui, je sais pas, il me manque une fourchette, ah oui, mais c'est pas moi la responsable des fourchettes. C'est-à-dire, non, alors c'est caricatural, mais je l'ai vécu. Hein. C'est-à-dire que la bureaucratisation totale de l'économie n'est pas forcément une bonne chose. Alors là, pourquoi ils libéralisent certains secteurs? Précisément pour ça. Hein, pour le donner une respiration, pour laisser un peu le libre champ à l'initiative individuelle. C'est Cuba, c'est toujours encadré, et je considère que c'est pas forcément une mauvaise chose dans tous les domaines. Hein. C'est voilà. Alors, je te propose de passer au Nicaragua aussi, donc qui est un des trois pays de la Troïka. On a eu des manifestations en 2018 contre une réforme des retraites. Donc ça ressemble un peu à ce qui se passe en France. Et la répression a fait plus de 300 morts d'après Le Monde et l'AFP. Donc, est-ce qu'on est dans une dictature sanguinaire aussi au Nicaragua? Alors là, je jubile parce que tu m'as tendu le truc sur un plateau. La réforme des retraites de 2018, il y a une grosse différence avec la France. C'est qu'effectivement, Daniel Ortega propose une réforme des retraites qui augmente la cotisation des travailleurs, une légère augmentation, qui augmente les cotisations du patronat. Il y a, comme il y en a en France, des manifestations spontanées des retraités, des travailleurs, et Ortega immédiatement retire la réforme. Immédiatement. Donc il y avait une augmentation des cotisations patronales et aussi une partie, un petit peu des cotisations salariées. Une partie. Alors, l'explication de la réforme de la réforme, c'est que le régime des retraites était en déficit parce que, depuis l'arrivée au pouvoir d'Ortega en 2007, ils ont considérablement augmenté le nombre des bénéficiaires, et en particulier de gens qui n'ont pas cotisé quand ils faisaient la guerre contre la Contra des États-Unis. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré les anciens combattants, ils les ont introduits dans le système, et donc le système s'est retrouvé déséquilibré. Et donc Ortega dit, bon voilà, on va augmenter légèrement les travailleurs, on va augmenter plus largement le patronat, et donc les travailleurs descendent dans la rue, ils sont pas contents, rien à dire, ils manifestent, et Ortega immédiatement il retire. Il dit, bon ok d'accord, on a fait une connerie. Et le patronat, lui, il est mécontent. Et là, l'opposition s'empare du truc. Et alors, là où il y a, je suis radicalement en désaccord avec 90% de la gauche française, ou de l'ex-gauche française, ou de ce qui reste de la gauche française, bref. C'est que c'est pas une répression féroce de Daniel Ortega contre le mouvement social, contre les gentils étudiants. On se fout de la gueule, alors vraiment, on se fout de la gueule du monde en défendant cette thèse. C'est un début de guerre civile. Parce que à l'occasion de ces manifestations, la droite s'empare des manifs, et on va avoir l'organisation de manifestations aussi violentes que celles qui ont été organisées au Venezuela en 2014 et 2017. Avec en particulier le financement de groupes venant de ce qu'on appelait auparavant de l'Umbenproletariat, des groupes de choc, qui vont paralyser le pays avec ce qu'on appelle des tranques. Et au Venezuela, c'est les guaribas.
des tranques extrêmement violentes dans lesquelles les sandinistes vont être quasiment contraints de rester chez eux. Et eux, ils sont financés par qui? Par l'opposition de droite? Alors voilà, c'est là que ça devient intéressant. Et c'est là que la gauche se plante complètement et est irresponsable, de mon point de vue. Depuis le retour au pouvoir de Daniel Ortega en 2007, les États-Unis sont évidemment mécontents. Il n'est pas en train de faire la révolution classique. Hein. Bon. Il est arrivé au pouvoir, programmes sociaux, l'éducation est redevenue gratuite, la santé est redevenue gratuite, construction de je ne sais plus combien d'hôpitaux, les routes, c'est phénoménal. Bon. Réforme sociale, réellement. Avec une économie populaire. Hein. Pas des grands trucs spectaculaires, économie populaire. Les États-Unis ne sont pas d'accord. Les États-Unis, à travers l'USAID, dont je parlais tout à l'heure à propos du Venezuela, et la New Endowment for Democracy, Nouvelle Fondation pour la démocratie, qui est un organisme qui a été créé par Ronald Reagan en 1983 pour remplacer ce que fait la CIA. Hein. Il finance les ONG, l'opposition et les médias vénézuéliens 2010-2018, 68 millions de dollars. 68 millions de dollars pour créer des ONG, pour créer des médias qui vont affaiblir le gouvernement. Ça, c'est des données publiques que tout le monde peut consulter. Mais tout ça, c'est vérifiable. Hein. Là, pour le coup, vous allez sur Mémoire des luttes, j'ai fait 2 longs articles parce que je suis allé au Nicaragua enquêter là-dessus. Tout ça est documenté. Hein. En 2018, une partie de cet argent va servir à financer les groupes de choc de lumpenprolétariat. Et on va avoir des sandinistes qui sont attrapés en plus. Moi, je suis doublement scandalisé par la couverture médiatique, et y compris politique, de cette affaire. C'est que les groupes de choc, ils sont tellement débiles avec les technologies modernes, qui se sont filmés avec des téléphones portables en train de torturer des sandinistes. On a les documents, on a les vidéos. Bon. Et donc, ils ont réussi à paralyser le pays pendant 1 mois et demi. Ortega avait accepté de faire rentrer la police dans les casernes. Donc, ils ont rentré la police dans les casernes, et là, ils ont paralysé le pays. Ils ont attaqué les sandinistes, et il y a eu un moment où ça a été, on passe à la contre-offensive, et on y va avec tout. La femme d'Ortega, vice-présidente, a dit, vamos con todo. Et ce qu'on a oublié, c'est que la base sandiniste, c'est une base qui s'est battue pendant 10 ans contre la Contra. C'est-à-dire que les anciens qui se sont battus donc dans les années 80-90 contre la Contra, la contre-révolution, ils ont 50 ans, 55 ans. Des groupes paramilitaires financés par les États-Unis. Ils ont 50-55 ans maintenant. C'est eux qui sont repassés à l'offensive, qui ont aidé la police nicaraguayenne. Et ça a été un début de guerre civile, et c'était effectivement extrêmement violent. Ça a été violent. Les chiffres que tu donnais sont des chiffres bidons. C'est vachement intéressant, parce que tu es un militant politique. C'est des chiffres bidons. C'est ce que j'ai lu dans Le Monde. Oui, bien sûr. Mais eux, c'est des influenceurs politiques aussi. Il y a 220 morts. Dans les 220 morts, il y a 22 policiers tués par balle. Tués par balle. Il y en a 150, je ne sais plus, blessés par balle. Oh, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas ça? Et il y a effectivement plus d'opposants que de sandinistes qui sont tués. Bon. Après, où l'affaire devient intéressante, c'est que nos grandes organisations de défense des droits de l'homme s'emparent du truc et disent répression féroce. Donc il y a eu Amnesty International. Et non, on a des Amnesty, Human Rights Watch, la FIDH, etc., 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 etc. 220 morts officiellement. On a, dans la Croix, c'est 350. On a 400 morts. Comment est-ce que nos organisations de défense des droits de l'homme, ou dites de défense des droits de l'homme, travaillent? Amnesty International ne va pas enquêter sur le terrain. Amnesty International s'appuie sur des organisations locales. Qu'est-ce que c'est qu'une organisation locale de défense des droits de l'homme? C'est quelqu'un, n'importe qui crée une association avec un téléphone, un président, un vice-président et 3 membres. Bon. Il se trouve que, on évoquait tout à l'heure l'USAID, l'AID, 68 millions de dollars. Ce sont ces organisations non gouvernementales qui sont financées par les États-Unis. Alors, le cas le plus extrême, c'est, parce que je savais qu'on allait en parler, c'est l'ANPDH, Association nicaraguayenne pro droits de l'homme. C'est elle qui a donné les chiffres les plus extrêmes. Elle a parlé de 450 morts. Bon. C'est un chiffre que j'ai retrouvé dans Le Point, dans La Croix, et dans des pétitions
signés par des membres d'Attac ou par des membres du NPA connus, très connus. Il se trouve que la NPDH, quelques mois après l'insurrection de 2018, a convoqué une conférence de presse à Managua, et les responsables ont dénoncé que le président de la NPDH venait de s'empire au Costa Rica avec $500,000. Et ils ont révélé que dans ces $500,000, il y avait $300,000 qui venaient de la New Endowment for Democracy, c'est-à-dire financé par les États-Unis. Et ils ont dit en conférence de presse, et c'est pareil, elle est visible sur YouTube, qu'en 2018, ils avaient volontairement augmenté les chiffres des victimes de l'opposition pour recevoir davantage de financement des États-Unis. Voilà comment ça a fonctionné sur le Nicaragua. Et voilà comment une partie de la gauche, y compris de l'extrême gauche française, te laisse prendre un truc qui est... et là, la question que tu posais, elle est légitime. Ce sont des documents publics. Je suis pas en train de tomber dans la théorie du complot. Non, tout ça c'est public parce que aux États-Unis, l'USAID, l'AMED publie leurs chiffres. Alors ils publient plus maintenant les ONG réceptrices. Mais les sommes globales, on les a maintenant. Bon. Et alors, les militants, les opposants arrêtés. Parce qu'effectivement, au moment de la dernière élection de Daniel Ortega, on a dit les candidats de l'opposition sont tous retrouvés en prison. C'est pas ça. C'est passionnant le Nicaragua. C'est passionnant. Face à cette agression et face à ce financement de l'opposition et des ONG, le Parlement nicaraguayen, où les syndicats, eux, sont majoritaires, a fait passer 3 lois. Alors, j'ai plus les noms en tête, mais il y a une loi sur le financement des ONG par l'étranger. Ils n'interdisent pas le financement des ONG par l'étranger. Ils obligent simplement ces ONG à révéler qui les finance et pour combien est-ce qu'ils font de l'argent. Et on a présenté ça comme des lois liberticides. Non, c'est scandaleux, c'est pas possible. Et il se trouve que les dirigeants de l'opposition, ils étaient tous dirigeants de médias ou d'ONG. Et ils ont refusé de se soumettre à la loi. Et c'est pour ça qu'ils sont arrêtés. C'est pas parce qu'ils c'est parce qu'ils refusent de se soumettre. Pas la loi, quoi. Alors on va lui dire, ouais, mais quand même, j'exagère. Oui, mais il y a la même loi aux États-Unis. Foreign Registration, pas FARA, c'est la loi Foreign Registration. C'est exactement la même loi aux États-Unis. Une ONG peut être financée de l'extérieur, mais elle doit régulièrement dire qui la finance, combien et à quoi elle destine ça. Sur les États-Unis, personne ne dit rien à personne. Et ceux qui ne respectent pas cette loi sont condamnés. Et j'ai les peines de prison, je les ai pas en tête, mais je crois que c'est de l'ordre de 10 ans de prison. Et parlons de l'Union européenne. La vice-présidente du Parlement européen qui vient d'être arrêtée, la grecque, je ne sais plus comment elle s'appelle. Pourquoi est-ce qu'elle est arrêtée? Parce qu'elle a été financée par des ONG, elle-même financée par le Qatar et le Maroc, pour influencer les décisions politiques prises au sein du Parlement européen. C'est-à-dire que ce qu'on fait au Parlement européen, ce qu'on fait aux États-Unis, ça devient criminel au Nicaragua. Il y a un problème. Il y a quand même un problème si on a des camarades d'extrême gauche qui signent des pétitions sans regarder les chiffres et sans regarder d'où ça vient, qui m'écoutent, por favor. Donc, il y a de l'argent qui vient des États-Unis, il y a des violences de la droite. Mais là, en janvier 2021, donc Daniel Ortega est élu président pour un 4e mandat. Donc, est-ce que ça serait pas quand même un petit peu une dictature? Bah non, au bout de 4 mandats. Non, il est élu. Il est élu. Non, moi j'étais présent. Il peut être président à vie. Comment ça se passe, alors, il peut se représenter, ouais. Mais ça a été le dilemme qui a été posé au moment de Chavez. Quand Chavez s'est représenté pour la 3e fois, tout le monde dit ouais, pas possible. Bon, on a quand même oublié que Angela Merkel, elle a été au pouvoir pendant 16 ans. Que le père de Trudeau, il a été au Canada pendant je sais pas combien de temps, que enfin bref, on pourrait, comment ça s'appelle là, le prédécesseur de Pedro Sanchez, Felipe González, il a été au pouvoir en Espagne pendant 12 ans, 13 ans. Et puis il y a 10 000 exemples. Alors là encore, voilà, si c'est Chavez, c'est un président à vie. Si c'est Angela Merkel, c'est bien, je vois bien. Bon. Après, il peut y avoir un vrai débat. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pas une bonne chose? Bon, et là pour le coup, c'est la Constitution qui veut dire jusqu'à Sarkozy, jusqu'à ce qu'il modifie la Constitution, un président français pouvait se représenter autant de fois qu'il voulait. François Mitterrand, s'il n'avait pas eu des problèmes de santé ou d'âge, il aurait pu se représenter. Jacques Chirac, il aurait pu se représenter. Enfin bon, voilà. Après, c'est un débat.
Est-ce qu'effectivement, c'est pas dangereux d'avoir un président qui reste pendant 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans? C'est Erdogan, je sais pas combien il en est. Ça peut être un vrai débat et légitime. Mais à partir du moment où la Constitution le permet, alors, au Nicaragua, les opposants quand même à Ortega te diront qu'il a fait modifier la Constitution pour pouvoir le faire. Donc on le présente ça effectivement comme quelque chose d'assez criminel. Et là encore, je me fais l'avocat d'Ortega, que pas d'ailleurs spécialement, c'est pas mon ami, hein. Moi je suis observateur, j'ai pas d'amis au Nicaragua. Voilà, j'ai connu dans les années 80, mais lorsque les sandinistes arrivent au pouvoir, donc après la révolution, la phase dure, il y a une assemblée constituante avec ce qu'on appelle des cabildos, des réunions dans tout le pays où la population participe, et ils élaborent une constitution dans laquelle le président peut se représenter autant de fois qu'il veut. Et lorsque la droite arrive au pouvoir en 91, elle modifie la constitution, mais sans passer par un référendum. Et elle interdit au président de se représenter. Et c'est pas légitimé par un référendum comme l'avait été la constitution précédente. Et donc lorsqu'Ortega revient au pouvoir, il dit mais ça c'est pas légitime, donc effectivement il demande à la Cour constitutionnelle de modifier et donc on lui permet de se présenter. Tout le monde dit ouais c'est dégueulasse, c'est scandaleux, sauf que Alvaro Uribe en Colombie a fait la même chose. Ça n'a pas fait de gros remous. Et sauf que l'un des chouchous de nos médias, de la social-démocratie au Costa Rica, comment il s'appelle? Celui qui a été le prix Nobel. Tiens, j'ai un trou là. Le président. Bon, on cherchera, on le remettra. Ouais, il faudra le remettre. On l'écrira au montage. Comment il s'appelle? C'est Arias, non c'est pas Arias, bref, il y a un président du Costa Rica qui est prix Nobel, cherchez dans vos archives, qui est prix Nobel, qui est un chouchou de tout le monde, et il a fait modifier la Constitution de la même manière pour pouvoir se représenter. Donc voilà, donc là encore on a un double standard, on peut discuter, mais discutons pour tout le monde, quoi. Et donc pour finir, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la Bolivie, parce que c'est aussi intéressant ce qui se passe là-bas. Donc on a eu un coup d'État de la droite en 2019, qui a duré à peu près 1 an, et en 2020, donc la gauche est revenue au pouvoir. Donc est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qui s'est passé là-bas? C'est la même histoire. Quels sont les rapports de force? C'est la même histoire. C'est marrant, c'est encore une histoire de réélection. Evo Morales est au pouvoir depuis 2007. Je crois que je me trompe pas. Normalement, il peut se présenter 2 fois, il peut pas se présenter une 3e fois. Donc, dans un processus qui est devenu assez classique, finalement, on dit on va faire modifier la Constitution, on va poser la question au peuple. Hein, bon. Et ils font ça en 2016, si je me trompe pas. Et au moment où ils vont faire ça, a lieu une gigantesque opération psychologique, médiatique, où on monte un truc hallucinant. C'est pareil, allez jeter un œil sur Mémoire des luttes. Hein, je suis rentré dans le détail, là j'ai pas le détail dans la tête. On monte une histoire absolument fantastique dans laquelle une ancienne maîtresse d'Evo Morales, avec qui il a eu un enfant, travaille pour une entreprise chinoise qui aurait été favorisée par Evo Morales. Voilà, la grosse histoire de corruption en même temps avec le people. Il a eu une maîtresse, un enfant caché, elle travaille pour une entreprise chinoise, machin. La campagne, elle est énorme. Et la question posée aux Boliviens, est-ce que vous souhaitez modifier la Constitution pour que le président puisse se représenter? Il la perd de 0,5% des voix. Et à ce moment-là, les mouvements sociaux se réunissent et disent c'est pas possible. C'est pas possible, il y a eu manipulation de l'opinion, parce qu'effectivement, il la perd là-dessus, sur cette histoire abracadabrantesque. Et les mouvements sociaux se réunissent et disent c'est pas possible. Et donc, on demande à la Cour suprême de justice de modifier, et elle le fait. Donc, de l'extérieur, tout le monde dit ouais, il respecte. Sachant qu'il avait beaucoup amélioré les. Voilà, il respecte pas la Constitution, Et donc, ça va être l'argument d'opposition pour attaquer Evo Morales au moment de la dernière élection, donc en 2019. Donc, il se présente, il est élu. Il est élu en 2019, en octobre ou novembre 2019. Là, l'opposition immédiatement hurle à la fraude. Alors ça, c'est un grand phénomène. Hein. La fraude, c'est Trump, c'est Bolsonaro, c'est l'opposition vénézuélienne, c'est l'opposition bolivienne.
et l'Organisation des États américains, qui est dirigée par un ami des États-Unis, de Washington, Luis Almagro, dont on n'a pas parlé, et ben, je veux dire, dénonce la fraude. Alors on sait depuis, hein, il y a eu des rapports faits par des universités qu'il n'y a pas eu de fraude. Et donc on renverse Evo Morales. Evo Morales s'exile au Mexique puis en Argentine. Alors beaucoup lui reprochent en disant oui, il est parti, il a abandonné. Non, c'est pas ça. Comment ça s'est passé le coup d'État? C'est que l'opposition s'en est pris aux membres de la famille des ministres et d'Evo Morales. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont chopé le frère d'Evo Morales et si il démissionne pas, tu prends une balle dans la tête. Ils ont chopé des frères, des familles de ministres en disant si ton frère démissionne pas, on brûle ta maison et tout. C'est comme ça que ça s'est passé. Et donc il y a un certain nombre de ministres qui se sont réfugiés dans les ambassades, etc., etc. Premier temps, ben, les Boliviens déboussolés, hein, et s'installe une dictature de Janine Agnès, qui est la vice-présidente du Sénat, qui passe toutes les lois légales. La désignation de Janine Agnès, entre parenthèses, on n'a pas parlé de cet aspect-là de la question, se fait par l'opposition avec les évêques boliviens. Hein. On met souvent en cause les pentecôtistes, mais l'Église catholique au Venezuela, en Bolivie, au Nicaragua et carrément du parti de l'opposition, et donc on a une présidence constitutionnelle qui est immédiatement reconnue par la communauté internationale. Hein. Au bout de 2 jours, il y a une quinzaine d'ambassadeurs qui viennent voir Janine Agnès, qui viennent la rencontrer. Il y a l'ambassadeur de l'Union européenne, il y a l'ambassadeur de France, il y a tout le monde. Voilà. Bon. Sauf que après un moment de saisissement, je veux dire, les partisans du mouvement vers le socialisme, le MAS, se reprennent et que le pays devient ingouvernable. Et que donc Janine Agnès est obligée de dire bon, on organise des élections, et puis bah, le MAS il revient au pouvoir. Il y a eu des protestations, il y a eu des manifestations. D'ailleurs, Agnès a réprimé fortement. Il y a eu de nombreux morts. Pareil, il y a eu une double répression à Sakata et j'ai oublié le nom de la deuxième. Elle est actuellement emprisonnée. Et le MAS revient au pouvoir. Bon, donc là on peut considérer que c'est positif. Evo Morales revient de l'exil, il est élu président du MAS. Cela étant, ça n'empêche pas qu'il y a une inquiétude face aux prochaines échéances électorales parce que le MAS est en train de se diviser. Il y a très forte division interne, en particulier entre Evo Morales, l'ancien président charismatique, et l'actuel président Luis Arce, qui a été son ministre de l'économie, et le vice-président David Choquehuanca. Moi, j'ai pas encore d'explication complète de qui a raison, qui a tort. J'en sais rien. Hein. Manifestement, il y a une double frustration qu'on peut comprendre. Evo Morales, il est frustré parce qu'il avait été élu président et que finalement, il a été viré. Le vice-président David Choquehuanca, qui était aussi vice-président d'Evo Morales, lui, il a toujours rêvé d'être président et puis il est toujours que vice-président. Donc il est frustré aussi. Et il y a Luis Arce qui gouverne d'une manière assez raisonnable. Apparence, et qui il n'est pas accusé par Evo Morales, mais enfin, on sent bien qu'il y a des satirailles. Hein, c'est dur, mais face à la droite qui est demeurée radicale, il y a toujours une droite radicale à Santa Cruz, en particulier l'an dernier, ils ont foutu la zone, hein, ils ont encore essayé de bouleverser le pays, ça n'a pas marché. Il y a quand même un danger. Si le MAS se divise, pour la prochaine échéance électorale, ça pourrait être extrêmement négatif. Étant entendu que le mouvement vers le socialisme, le MAS, c'est pareil, c'est pas un parti, c'est un mouvement de mouvement. C'est une des difficultés aussi. Alors Evo Morales, ça a été le grand fédérateur de tout ça. Parce qu'il est indigène, parce qu'il a du charisme, il a du charisme. Bon. Sans Evo Morales, ça prend plus vraiment. Ça prend plus vraiment. Il manque quelque chose, quoi. En même temps, c'est pas là, on revient à la question précédente. Evo Morales, il n'est pas non plus censé gouverner toute sa vie. Hein. Mais voilà, on est dans un moment difficile. Donc, toutes ces gauches qui sont au pouvoir, Bolivie pour les raisons qu'on vient d'évoquer, la Colombie avec ce rapport de force qui n'est pas évident, hein, Petro il n'a pas la majorité au Congrès, le Brésil, Lula il n'a pas la majorité au Congrès, là ils viennent de lui bloquer. Qu'est-ce qu'ils viennent de lui bloquer là, j'ai vu ça ce matin, oui. Le Congrès brésilien vient d'empêcher Lula d'augmenter les démarcations de terre pour les indigènes dans l'Amazonie. Okay. Le Congrès vient de dire non. Voilà. Donc Lula là
Hein, il est voilà, président de gauche, mais il fait pas ce qu'il veut. Quoi. Ok, bon, écoute, je suis désolé, je pense qu'on va s'en tenir là. J'espère qu'on n'a pas été trop long. Non, c'était très bien. Merci beaucoup, Maurice. C'était un plaisir. Pour ce petit tour d'horizon de l'Amérique latine. On voit qu'il se passe beaucoup de choses avec la gauche. Bon, il y a des victoires, il y a des défaites. On suivra ça de près. Juste quand même, pour pas dire, parce qu'évidemment, tout ça, ça peut paraître ambigu. On se dit, est-ce que c'est bien, non, en ce moment, c'est positif. Mais c'est pas, c'est pas facile, et deux, c'est pas acquis. Je crois que c'est Eduardo Galeano. On va finir là-dessus, ouais. si je me souviens exactement de la citation. Dans les veines ouvertes de l'Amérique latine. Oui, je ne sais pas si c'est dans les veines ouvertes, mais Eduardo Galeano, il disait ce qui est positif dans la défaite, c'est qu'elle n'est pas définitive. Ce qui est négatif dans la victoire, c'est qu'elle n'est pas définitive non plus. Et bien on va finir là-dessus. Merci beaucoup.